Bien avant les découvertes macabres de Bouchra qui suscitent l'indignation, la Cour pénale internationale avait déjà ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre en Ukraine. Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales, des États et les Ukrainiens eux-mêmes se mobilisent pour rassembler des preuves et pour documenter des exactions russes susceptibles d'être à l'avenir utilisées par la justice pénale internationale. Avec nous pour en parler, l'avocat suisse Alain Werner. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste dans la défense des victimes civiles des conflits armés, des crimes internationaux. On vous présente souvent, et vous l'êtes d'ailleurs, un président de l'ONG Civitas Maxima que vous avez fondé. Avant de vous donner la parole, on va d'abord retrouver cette ville de Bouchra. C'est la ville dans laquelle, Boutcha, pardon, dans laquelle, vous le savez, des corps gisant les sols ont été découverts tout au long du week-end. Des nouvelles images et des nouveaux témoignages nous sont parvenus. Le récit de Kevin Berg. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est la première fois que Tetiana revient chez elle depuis la mort de son mari, tué par les soldats russes. Ils sont arrivés à 20 h. Il a été touché, juste ici, avec des fusils. Puis ils ont commencé à fouiller l'appartement. Il y a eu une fouille rapide. Ils nous ont traînés face contre terre jusqu'au 2e étage du bâtiment, où se trouvait leur quartier général. Prisonnière plusieurs jours, Tetiana sera finalement libérée, sans nouvelles de son époux. Elle nous montre là où il est enterré. Je cherchais mon mari, puis je suis allée dans un sous-sol. Quand je suis arrivée, Tania m'a dit de regarder là-bas, car 2 corps gisaient à l'intérieur. Elle a dit que mon mari pourrait être là. Je l'ai reconnu grâce à ses chaussures, à son pantalon. Son visage était mutilé, son corps était froid. Il avait reçu une balle dans la tête. Pénétrer dans Boutcha, c'est se confronter aux horreurs de la guerre. Ici, dans cette fosse commune, il y a environ 57 personnes enterrées. Et ici, 20 ou 40. Difficile de savoir quand et comment tous ces habitants ont été tués, mais cet employé de la ville l'assure, les soldats russes sont responsables de ces crimes. C'est le périmètre dans lequel les Russes nous ont permis de collecter les corps et de les enterrer. Mais quand nos gars sortaient, ils tiraient sur leur véhicule au point de contrôle. Plus loin dans cette rue complètement détruite, des hommes vont de corps en corps. Il faut ramasser les morts, tous civils fauchés par la guerre. Il faut le faire, c'est nécessaire. Des photos pour identifier les victimes et pour ces volontaires, douleur et incompréhension se mêlent. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre et les snipers lui ont tiré une balle dans la tête, juste parce qu'il s'ennuyait. C'est comme ça qu'il s'amusait. Selon les premières estimations, près de 300 habitants auraient péri dans les ruines de Boutcha. Un bilan provisoire qui, selon l'armée ukrainienne, devrait encore s'alourdir. Voilà, et les mots sont importants au sujet de Boutcha. L'Ukraine parle de génocide. Pour être précis, ce soir, Volodymyr Zelensky sur place, de crimes de guerre qui seront reconnus comme génocide. Y a-t-il, selon vous, un génocide en Ukraine ? Alors écoutez, je pense qu'il faut faire très attention aux mots. Bien sûr, l'émotion est intense pour tout le monde, pour vos auditeurs, pour nous qui regardons ces images. Je pense qu'à ce stade, ce qui semble clair, c'est que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis. Le génocide, c'est très compliqué juridiquement. Pour y avoir un génocide, il faut une intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait la preuve sur ce qu'on voit qu'il y ait un génocide. Ce qui semble clair, c'est qu'effectivement, des civils sont ciblés et donc il y a des crimes de guerre. Il semble qu'il y a évidemment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Vous avez donné la définition juridique d'un génocide. Quelle est celle du crime de guerre ? Alors, les crimes de guerre sont pendant une guerre. Donc le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une guerre, ce qui est évidemment le cas ici. Et ensuite, il faut que des civils ou des objectifs qui ne soient pas militaires soient ciblés. Ce qui semble être le cas, votre reportage le dit, typiquement la personne qui a un sac de pommes de terre et qui est abattu par un sniper, eh ben c'est un civil, c'est pas un objectif militaire. Homicide intentionnel contre les civils, la torture, les destructions injustifiées, les déportations, les prises d'otages, tout ça est reconnu comme tel. Alors il y a une liste qui est longue dans les conventions de Genève, maintenant codifiée par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, mais c'est toujours le critère décisif, c'est qu'il faut que ce soit un objectif qui ne soit pas militaire. Donc ça, c'est pour les crimes de guerre. Et les crimes contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre des civils. Donc là, ça semble être le cas.
techniquement, on n'a pas besoin d'une guerre pour des crimes contre l'humanité. Dans la pratique, la plupart du temps, on a des crimes contre l'humanité pendant une guerre. Donc ici, il semble effectivement qu'il y ait des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Est-ce qu'on peut parler de crimes de guerre contre des soldats ? Alors, on peut parler de crimes de guerre contre des soldats si ces soldats ne sont plus des objectifs militaires. Donc si ces soldats sont désarmés, s'ils sont blessés, s'ils sont prisonniers, les crimes contre ces soldats seraient des crimes de guerre. Je vous pose la question parce qu'il y a des civils, on le sait, en Ukraine qui ont pris les armes. Ils sont considérés comme combattants. C'est pour ça que je vous posais la question. L'Union européenne dit ce soir qu'elle veut aider au recueil de preuves sur les crimes de guerre russes. Je cite, « Comment prouve-t-on qu'un crime de guerre est caractérisé ?» Alors maintenant, c'est la grande question de ce conflit. Et j'aimerais quand même dire une chose parce que c'est la première fois dans l'histoire. Donc, une semaine après le début du conflit, vous avez 40 États qui saisissent la Cour pénale internationale. C'est très très rare d'avoir une institution internationale comme la Cour pénale internationale qui se met en branle, qui va commencer à documenter alors que le conflit est en train de se passer. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est politique. Il y a une réaction de la communauté internationale qui a décidé donc c'est aussi un moyen de faire pression, sans doute aussi pour l'arrêt pour les hostilités. Hein. Bien entendu, ce qui n'a pas encore marché jusqu'à présent, mais ce qui est intéressant juridiquement, il y a presque un embouteillage d'options, parce que rappelez-vous que, et votre sujet l'a dit, les Ukrainiens, tous ces crimes-là se sont passés en Ukraine, et donc la première juridiction dans ce conflit, elle est territoriale, et donc elle est ukrainienne. Et votre sujet l'a dit, les Ukrainiens, le procureur à Kiev, ils travaillent, eux aussi sont en travail pour prouver ces crimes. Donc vous aurez les Ukrainiens qui vont tenter de prouver ces crimes, la Cour pénale internationale qui va tenter de prouver ces crimes. Les Nations Unies, la semaine passée, ont décidé de mettre une commission d'enquête et des pays, dont la Suisse, dont la Belgique, dont la Slovaquie et d'autres, commencent à enquêter aussi. Donc finalement, vous avez pléthore d'acteurs qui enquêtent. Et que sont les preuves, vous qui travaillez beaucoup en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs on va y venir, notamment au Libéria, s'agissant du Libéria et de la Sierra Leone à l'époque. C'est quoi une preuve ? C'est un témoignage ? Les témoignages qu'on a entendus, est-ce qu'ils font office de preuve ? Alors c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant par rapport à notre travail à nous, à Civitas Maxima, c'est que nous, on travaille sur des conflits qui étaient durant les années 90, 2000. Donc à l'époque, pas tout le monde avait des cell phones, vous n'aviez pas des images satellites comme c'est le cas maintenant. Donc nous, c'est beaucoup par rapport aux témoignages, ce qui n'est pas toujours sans poser de questions. Et ici, exactement, vous avez des journalistes qui sont là, tout le monde a un téléphone portable et peut prendre des images, vous avez des images satellites. Donc après, ça va être le travail du procureur international, national, de faire en sorte, pour la crédibilité de ces images, qu'elles ne soient pas instrumentalisées et puis qu'effectivement, elles prouvent ce qui s'est passé. Que pensez-vous de l'argument de la Russie qui dit ce soir, comment se fait-il que le territoire soit libéré le 31 mars et que l'on découvre ces cadavres 3 jours, 4 jours plus tard? Est-ce que selon vous, ça tient la route? Est-ce que ça peut mettre à mal l'Ukraine? Alors écoutez, c'est ce qui est très intéressant et c'est pour ça qu'on espère tellement sur ce conflit qu'il y aura des procès. Ouais. C'est que vous pouvez dire toutes sortes de choses. Les procès, c'est le moment normalement dans un paysage qui est loin de l'émotion parce que ça s'est passé après, il y a du temps qui s'est écoulé, et puis il y a des avocats de défense, et du procureur, des parties civiles qui contribuent à émerger la vérité. Et donc bien sûr que la Russie se défend en disant un certain nombre de choses, bien sûr qu'il y aurait des arguments qui devront être prouvés, et c'est pour ça qu'on espère qu'on sera dans un scénario où un jour, au-delà de l'émotion instantanée que nous vivons maintenant, eh bien, il y aura une preuve qui est déroulée, qui est contredite par la défense, et Dieu merci, et on arrive finalement à des jugements pour l'histoire qui permettent d'établir les responsabilités. Alors j'aimerais vous demander ce que ça change. La Cour pénale internationale compétente sur la question n'a jamais vu ces statuts ratifiés par la Russie. Ça, c'est une chose. Autre chose, l'Ukraine avait signé le statut de Rome en 2000, mais en 2001, ça a été jugé inconstitutionnel. Donc le gouvernement ukrainien n'a pas ratifié le statut. En 2014, l'Ukraine a dit, bon, tous les crimes commis sur notre sol peuvent dépendre de cette juridiction de Rome. Est-ce que légalement, il peut y avoir des procès à la CPI concrètement? Ah mais bien sûr, et c'est ce qui est très intéressant. Même si la Russie, je le redis, n'a pas ratifié les statuts. Hein. Alors, c'est l'endroit où est commis le crime? Absolument. Ce qui est intéressant ici, contrairement à la Syrie, où vous avez eu 10 ans de guerre civile, comme tout le monde le sait, et toujours pas de tribunal pénal international pour juger les crimes sur la Syrie. Pourquoi ? Parce que les crimes se sont déroulés en Syrie et que la Syrie n'avait pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Et comme vous l'avez dit, c'est différent dans ce cas-là. Donc là, tout ce qui se passe par rapport aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité... D'ailleurs, c'est pas anodin si c'est en 2014 que l'Ukraine est revenue, c'était au moment du conflit du Donbass. Hein. Et alors, ce qui est très intéressant, merci de le souligner, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez là, depuis un mois, je ne suis pas sûr que tout le monde se rende compte suffisamment,
du changement, du basculement invraisemblable que nous avons vécu, parce que nous qui collectons de la preuve sur les crimes de guerre, on sait que tout était bloqué dans la plupart des conflits à cause de la politique. Vous l'avez dit, 2014 sur l'Ukraine, mais 2008 sur la Géorgie. Ça fait 15 ans que des Géorgiens se battent pour avoir les crimes d'affidés russes qui soient jugés. Rien ne s'était passé. 2014, vous l'avez dit, sur l'Ukraine, ça faisait des années que c'était bloqué. Et tout à coup, tout est ouvert politiquement. Et rappelez-vous que Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, il y a quelques semaines, a décidé maintenant d'ouvrir sur la Géorgie. Donc, il a demandé aux juges d'ouvrir des enquêtes sur possiblement les crimes des affidés géorgiens. Donc c'est vraiment un basculement où maintenant tout est ouvert. Un tournant voilà. Selon vous. Alors, on va ouvrir un peu parce que c'est aussi votre domaine de prédilection, je l'ai dit, si l'on peut le dire ainsi, l'Afrique de l'Ouest. Alors, il n'y a pas que la Cour pénale internationale, il y a aussi la volonté des États, ce qu'on appelle la compétence universelle. Et vous, en la matière, il y a eu là encore un tournant, c'était en juin dernier, en 2021. La Suisse a condamné le chef de guerre libérien Alieu Kosia, chef rebelle. Il a écopé de 20 ans de réclusion pour crimes de guerre. On voit cet homme à l'image. Décision historique à double titre? Absolument, et merci d'en parler. Et j'aimerais juste pour expliquer à vos auditeurs que là, pourquoi la compétence universelle? Précisément parce qu'au Libéria, on ne pouvait pas, le Libéria jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas juger les crimes de guerre qui se sont passés sur son sol. Et comme ça s'est passé sur Charles Taylor, et comme ça s'est passé avant 2002, la Cour pénale internationale a commencé ses travaux en 2002. La compétence depuis juillet, on va fêter les 20 ans de son travail en juillet. Et donc, on n'avait pas de compétence de la Cour pénale internationale, pas de compétence là où les crimes se sont commis. Et donc, les victimes, avec des avocats et avec des enquêteurs, nos partenaires sur place, on a commencé à obtenir la preuve et à chercher justice ailleurs, et notamment dans les pays où des anciens chefs de guerre libériens vivaient. C'est le cas en Suisse, et vous l'avez dit, décision incroyable et historique. Pourquoi? Parce que c'est la première condamnation devant le tribunal pénal fédéral en Suisse pour crime de guerre, et c'est la première condamnation pour crime de guerre d'un Libérien pendant la guerre civile. Et on va venir en France chez vous au mois d'octobre et de novembre, 4 semaines de procès d'un autre ancien chef de guerre présumé libérien, qui sera, je pense, un des premiers procès en France pour compétence universelle qui ne soit pas sur le Rwanda. Voilà, l'exemple méritait comparaison. Il nous reste 1 minute. La question, elle est simple, pour boucler la boucle, si l'on peut dire. Vladimir Poutine peut-il être aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI? Alors, bien sûr que juridiquement, Karim Khan, maintenant, est saisi. Il peut décider de publier un mandat d'arrêt contre qui que ce soit. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que Karim Khan va faire. Est-ce qu'il va décider tout de suite d'aller chercher un chef d'État ou le chef des armées, ou est-ce qu'il va, au contraire, tenter de construire des cas contre des généraux au milieu pour ensuite faire le lien entre les crimes et les échelons politiques et militaires? Et ça, c'est l'avenir qui le dira. Merci beaucoup, Alain Werner, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.